Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du Figaro Magazine et vous publiez en compagnie de Emmanuel Hecht un essai intitulé « Les grands vaincus de l'histoire » et c'est chez Perrin. On a souvent moqué cette droite qui s'extasie plus devant les vaincus que devant les vainqueurs. Et là, vous ne rompez pas avec la tradition, ce qui d'ailleurs démontre que vous êtes un journaliste de droite, tant pis pour vous, et vous mettez en scène le destin tragique de 13 grands vaincus de l'histoire. Dont certains de gauche, hein, vous me l'accorderez. Che Guevara, Trotsky, c'est difficile de les faire passer pour des gens de droite. Non, mais c'est vrai que moi j'ai une propension même personnelle, je ne sais pas si c'est de droite d'être comme ça, mais j'ai déjà écrit 2 biographies, l'une du général Mihalovic et l'autre romancée, mais du général Vlasov, qui sont deux grands-pères dans l'histoire. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a dans la... il y a une certaine noblesse chez les vaincus. Je n'ai pas le goût spécifique de la défaite, mais... il y a des défaites qui sont effectivement magnifiques, qui sont injustes, des défaites historiques qui deviennent des victoires presque morales. On a évoqué Trotsky. Trotsky, les gens dans la rue, pour eux, Trotsky, c'est la victime de Staline. On oublie tous les massacres qu'il a fait, ça devient quelqu'un de... parce qu'il a perdu, parce qu'il a été tué par des assassins à la solde de Staline, il est auréolé d'un certain prestige, d'un certain héroïsme, d'un certain sacrifice qui est peut-être injuste. C'est pour ça que ce personnage m'intéressait autant que d'autres plus connus. Et la défaite militaire ou la défaite politique ou la défaite morale a parfois quelque chose de plus grandiose, de plus noble, de plus romanesque que effectivement la victoire un petit peu parfois obtenue par des moyens... ma foi, pas très catholique. Alors pourquoi avoir opté pour le nombre de 13, pas un de plus, pas un de moins? Hannibal, Vercingétorix, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Montezuma, Guise, le Grand Condé, Charette, le général Lee, Trotsky, Chiang Kai-shek, Che Guevara et Nixon. Pourquoi 13? 13, c'est un joli chiffre, ouais. Ça tombe bien, c'est des gens qui ont eu beaucoup de malheur. Non, plaisanterie mise à part, effectivement, l'idée c'était d'avoir un panorama à la fois des époques, des continents. Il y a aussi bien des grands vaincus américains ou sud-américains ou nord-américains, européens, asiatiques, africains, de l'Antiquité, des temps modernes, de l'époque contemporaine. Et à chaque fois, ce sont des vaincus qui incarnent quelque chose, chacun à leur façon. L'idée, c'est qu'aucun ne se ressemble vraiment. Et avec 13, on arrive à peu près à couvrir tout le spectre du vaincu, du vaincu qu'il a bien mérité, au vaincu injuste, en passant... Mais leur point commun, c'est peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais d'avoir été quand même vainqueur avant. C'est ça qui m'intéressait. C'est comment... C'est pas seulement des losers, comme disent nos amis américains, mais c'est aussi des gens qui ont été vainqueurs et qui sont devenus vaincus. Donc l'idée, c'est comment un vainqueur devient... un vaincu. Est-ce que c'est par sa propre faute? Est-ce que c'est par la faute des autres? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que ce sont les circonstances? Et c'est ça qui nous intéressait, de trouver chez chacun justement cette nuance qui fait qu'on devient, qu'on passe du Capitole à la roche tarpéienne. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous de ce qui passait de la gloire au temps des exécutions, c'est ce que vous dites, du soleil aux abîmes, vous dites même. Mais alors là, vous réhabilitez des saints, Jeanne, bien sûr, des faux saints, Che Guevara, des porteurs d'idéologies mortifères comme Trotsky. Alors, vous avez évoqué un premier point commun. Est-ce que l'autre point commun, finalement, ce ne serait pas qu'ils sont tous morts dans l'honneur, et même parfois même dans l'héroïsme? La plupart de toi. Oui, pas forcément, justement. C'est encore une fois, il y a aucun... Par exemple, quelqu'un comme l'empereur aztèque Montezuma, lui, c'est un perdant né et il finit par céder cet empire de plus de 20 millions d'habitants assis sur des mines d'or, d'étain, de cuivre. Il suffisait de mobiliser quelques troupes pour venir à bout de Cortés qui arrive avec une dizaine de chevaux et quelques tribus qu'en voulaient beaucoup aux Aztèques. Mais il aurait très bien pu les exterminer sans problème. Et cette absence de volonté, de détermination, cette couardise, cette pleutrerie, cette médiocrité du début à la fin chez Montezuma est quelque chose d'assez fascinant. Et c'est vrai que l'histoire retient Cortés, le héros espagnol qui va conquérir l'Amérique du Sud, mais on oublie qu'en face de lui, il a à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça qu'il est devenu grand, quelqu'un qui est faible, qui est très faible. Donc effectivement, c'est un petit peu un cas particulier parce que les autres, pour la plupart, effectivement, meurent dans une forme d'honneur. Il y en a qui choisissent même de se donner la mort. Cléopâtre, à un moment donné, quand elle voit que tout est fichu, elle se donne la mort. D'autres sont comme Che Guevara. Dans la démarche de Che Guevara, il y a un côté suicidaire. Il sait que tout est fichu. Ce qui est suicidaire, c'est qu'il entraîne des gens avec lui, y compris
Régis Debray, et qu'en fait il se moque de ce qui va arriver aux autres, de ce qui va arriver à son idéologie. Ce qui l'intéresse, c'est son destin particulier, et que mourir debout les armes à la main, c'est quand même mieux que de mourir dans une prison, une pauvre prison. Donc effectivement, ou un charrette qui, lorsqu'il va être exécuté, refuse qu'on lui bande les yeux, refuse de s'agenouiller, il regarde la mort en face, et il a été le dernier des chouans à combattre jusqu'à la fin. Donc il y a effectivement chez certains une sorte de savoir mourir, y compris dans d'atroces souffrances, qui est assez admirable, je trouve. Alors, vous êtes arrêté à 13, c'est-à-dire qu'on aurait quand même pu élargir la liste de personnages à noire réputation. Qui auriez-vous mis, vous? Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais par contre, j'aurais peut-être mis plus de femmes, parce que dans vos portraits figurent 11 hommes et 2 femmes. Il n'y a pas de parité chez les vaincus, alors? J'ai eu le même problème quand j'ai fait mes portraits d'assassinés il y a quelques années. L'idée, c'est de prendre des grandes figures de l'histoire, politiques ou militaires. Et le fait est que, on peut le déplorer, mais que pendant des siècles, ce sont plutôt les hommes qui ont mené la danse. Il y a eu quelques impératrices et quelques reines et quelques chefs militaires comme Jeanne d'Arc en jupe ou en jupon, même parfois quand elle se déguisait en homme. Mais effectivement, la proportion, je crois qu'elle est malheureusement, en tout cas malheureusement, elle est ainsi, elle est 2 pour 13, ça me semble pas irréel pour résumer ce qu'est l'histoire du monde depuis des dizaines de siècles, où effectivement les hommes sont plutôt à la tête des États, même si les choses ont changé récemment et changent de plus en plus, et qu'aujourd'hui une Thatcher ou une Indira Gandhi il y a 30 ans, effectivement, en remontera à bien des hommes, surtout ceux qui nous entourent en 2018 en France. Mais la réalité historique, c'est qu'effectivement, on a plus d'hommes chefs d'État ou chefs militaires dans les siècles passés que de femmes. Dans votre portrait, il y a souvent un travail de réhabilitation qui est fait. Alors là, c'est le premier cas, finalement, qui est le plus emblématique à mes yeux, c'est celui de Cléopâtre, qui fut une reine, bien évidemment, aussi une femme, et qui vaut davantage que son image. Et alors, elle a été victime d'une véritable campagne de désinformation. Enfin, les fake news, c'est déjà... Oui, c'est des bugs à l'époque, à l'Empire romain, oui. Il n'y a pas de loi anti-fake news, mais il y a des fake news. Il y a des fake news, absolument. Mais parce que c'est souvent le vainqueur qui écrit l'histoire. On ne le sait que trop bien en France, parce que ça fait quelques décennies, voire quelques siècles que c'est ainsi. Et Cléopâtre, c'est un cas typique, c'est-à-dire qu'elle a failli faire ce qu'avait fait Alexandre le Grand 3 siècles plus tôt, c'est-à-dire réunir l'Orient et l'Occident sous une même couronne. C'était un petit peu ce qu'elle a failli faire quand elle était avec Jules César, et ensuite évidemment avec Marc-Antoine. Elle a échoué, et le vainqueur romain qui, avec la conquête de l'Égypte, vraiment est au sommet de son histoire, eh bien, veut effacer toute trace, toute idée potentielle de l'Orient et l'Occident. Maintenant, c'est lui qui incarne le monde civilisé, et il n'y a que lui. Donc il faut absolument noircir, salir cette reine qui a failli réussir son coup. Et donc, mais Vercingétorix, c'est la même chose. Ça se double chez Vercingétorix d'un autre problème, qui est que les Gaulois n'ont pas de tradition écrite. Donc, évidemment, c'est oral. Donc, les seules traces écrites qui racontent la guerre des Gaules, c'est celles de Jules César et de Dion Cassius et d'autres. Donc, évidemment, font ça à la gloire de César, à la gloire des Romains. Et de la même façon pour Cléopâtre, c'est à la gloire de Rome, à la gloire exclusive de Rome. Et il faudra des travaux d'historiens bien des siècles plus tard pour commencer à se rendre compte que ce n'est pas qu'une reine capricieuse, perverse, manipulatrice, nymphomane, mais que c'est aussi une femme d'État et qui a été à 2 doigts quand même d'être la maîtresse du monde. Alors, autre personnage que vous tentez de réhabiliter, là, c'est beaucoup plus sérieux, parce que bon, réhabiliter Cléopâtre, Yann Barthès vous laissera tranquille, mais là, pour ce personnage-là, qui en a d'ailleurs bien besoin, c'est beaucoup plus compliqué, c'est le général Lee, parce qu'alors, au moment où on déboulonne ses statuts aux États-Unis, vous affirmez que la légende sudiste vaut largement mieux que sa détestable réputation. Vous savez à quoi Oui, bien sûr, non, mais ça c'est... il suffit, tant qu'il y aura un porte-avions américain qui s'appellera le général Lee et qui a encore beaucoup de statues, de noms de rues qui porteront le nom de Lee, on comprendra que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est parce que dans une ou deux villes, il y a effectivement eu ces tentatives et ces déboulonnages de sa statue, que sa réputation ne restera pas celle qu'elle est, et que moi ce qui m'intéresse, en dehors de la récupération politique des uns et des autres de la figure du général Lee, c'est l'histoire, c'est les faits. Le général Lee, ce qu'on raconte sur le général Lee est factuellement vrai. C'est quand même le général qui, à la tête d'une troupe de va-nu-pieds qui s'appelait même les Misérables en référence à Victor Hugo, avec des armées et des moyens techniques ou technologiques 10 fois moins que les troupes du Nord, a fait trembler
la fédération pendant plusieurs années. Il est arrivé au port de Washington. Esclavagisme, voilà, vous savez bien que ces mots-là sont liés oui, mais quand on connaît la personnalité du général Lee, d'abord on s'aperçoit que ce n'est pas un esclavagiste, que lui-même avait une politique qui encore est celle de son époque, était beaucoup plus libérale, si je puis dire, avec les Noirs de ces domaines que d'autres. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est que le général Lee, dans un premier temps, il a failli être un général nordiste. Il était contacté par les nordistes pour prendre la tête des armées nordistes. Et puis lui, finalement, a dit, entre mon pays, qui va être déchiré avec les sécessionnistes, et ma famille, ma patrie, ma terre charnelle, je choisis ma patrie, ma terre charnelle, ma famille, je prends la tête en évitant des massacres inutiles, en étant conscient que c'est une guerre civile, et en étant un général, un chef d'armée absolument admirable. Et j'en tiens pour preuve, ce que je dis là, c'est l'issue de cette guerre civile. Lorsqu'il est battu, après avoir été quand même aux portes de Washington, lorsqu'il signe sa reddition au général Grant, le général Grant, ils sont dans une petite maison près de Richmond, ils signent le traité de paix. Normalement, les canons doivent sonner la fin de la guerre, marquer la fin de la guerre, et le général Grant interdit qu'on donne le canon par respect pour son vaincu. Et lorsque le général Lee remonte sur son célèbre cheval Traveller et qu'il a fait toute la guerre et s'en va, le général Grant enlève son chapeau, le salue. C'est inouï, c'est le général Grant qui dit cet homme-là est un homme extraordinaire, je le salue, c'est un grand vaincu. Et ensuite, il va devenir, il a été à West Point, et ensuite, il va être considéré comme un grand général, le plus grand chef militaire, par les nordistes comme par les sudistes, parce que comme vous le savez, Lincoln, très vite, même pendant la guerre, essayait de préparer l'après-guerre dans une forme de réconciliation, et quand le général Grant lui-même sera président des États-Unis, il aura toujours des mots agréables auprès de ce vaincu de général Lee, fut-il chez les confédérés, à la tête des confédérés, qui étaient esclavagistes, ça n'est pas le problème. Et à un moment donné, il faut réconcilier le peuple, et ça a été toujours la politique des Américains de dire, on s'est fait la guerre, il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts, cette guerre civile, on l'oublie, les premiers usage des tranchées, enfin c'est vraiment, ça annonce d'ailleurs les massacres du XXe siècle, la guerre moderne. Et les Américains ont toujours tenu, un peu comme l'a fait De Gaulle en 44-45 avec l'occupation, en disant maintenant on se réconcilie, on avance et puis on met un petit peu la poussière sous le tapis. Et donc c'est ressorti il y a quelques mois, quelques années, la figure du général Lee contestée, mais factuellement, historiquement, on ne peut pas lui nier cette image et surtout cette aura d'immense chef militaire. Alors, autre effort de réhabilitation, et effectivement, on l'a évoqué avant même que commence cette émission, s'il s'agit de Trotsky, j'étais surpris parce que je pensais que vous étiez un des seuls journalistes écrivains qui n'avait pas fait sa jeunesse dans les mouvements trotskistes, et pourtant, votre intérêt se porte sur le deuxième tsar rouge, ce fondateur de l'armée rouge, Trotsky. Pourquoi l'arrogant Trotsky? C'est pour pouvoir aller chez Barthès? Non, parce que je suis quasiment sûr qu'il ne m'invitera pas. Non, mais parce que, encore une fois, même si vous avez entamé en disant c'est quelque chose de droite de saluer les vaincus, moi je crois qu'il n'y a pas de droite et de gauche dans l'histoire, lorsqu'on conçoit l'histoire. Objectivement, Trotsky est un vaincu après avoir été un grand vainqueur, avoir été le maître de l'armée rouge, d'avoir fait massacrer les mutins de Kronstadt, qui étaient les vrais révolutionnaires de l'époque, en 1921. Mais ce qui m'intéresse dans ce personnage, c'est que comment il est devenu lui-même vaincu. C'est par arrogance, c'est exactement le mot, vous avez employé le très bon mot. C'est par mépris de cette espèce de plouc géorgien, là, Djoukachvili. Il ne va pas en remontrer, je ne vais quand même pas m'intéresser à lui. Moi, j'écris des textes, je théorise, et j'ai montré que j'étais un chef militaire aussi, donc je n'ai pas besoin de le prouver. Donc je ne m'occupe pas des histoires du Kremlin. Moi, je suis là pour faire la révolution dans le monde entier. J'ai autre chose à faire. Et il ne voit pas du tout une espèce de naïveté, mais un peu comme le Grand Condé qu'on évoque aussi, qui est un immense chef militaire, et puis qui à un moment donné a des ambitions politiques, mais ne se donne pas les moyens de ses ambitions politiques, en disant puisque je suis un grand militaire, je suis quasiment un dieu vivant, j'ai pas besoin de m'abaisser à aller faire des courtisaneries. Eh ben si, la politique, la réelle politique, c'est ça. Jeanne d'Arc sera victime de ça. Jeanne d'Arc, à un moment donné, elle est persuadée que le roi de France, Charles VII, vu ce qu'elle a fait pour lui, ne la trahira jamais, ne l'abandonnera jamais, Eh bien si, il va d'une certaine manière, parce que lui, il fait de la politique, et lui, il a besoin maintenant d'asseoir son pouvoir, et que Jeanne d'Arc devient peut-être un petit caillou dans sa chaussure. Donc c'est intéressant parce que ça casse aussi les visions monolithiques qu'on peut avoir de certains dans l'histoire. On s'aperçoit que c'est un petit peu les montagnes russes, les destins de ces hommes et de ces femmes. Et
Et Trotsky, à la fin, a l'image d'un perdant. C'est pour ça qu'il est un vaincu. Mais on oublie qu'avant d'avoir été ce vaincu, cette victime de Staline, il en remonterait dans la violence et dans la cruauté. Mais tous les deux étaient les fils naturels de Lénine. Stéphane Courtois, que vous avez invité remarquablement à expliquer cette filiation entre Lénine et ses successeurs qui ne fait aucun doute, même si ses successeurs se sont entredéchirés ensuite. Et la pensée de Trotsky a fait ce qu'elle devait faire à travers les décennies suivantes. Dernier effort de réhabilitation, alors là aussi, c'est un véritable effort, c'est celui de Richard Nixon. Là encore un paradoxe, vous dites, c'est certainement l'un des plus grands présidents des États-Unis, mais nous on garde l'idée d'un homme qui est tombé pour une affaire certes rocambolesque, mais qui est le Watergate. Bien sûr, c'est l'image qu'il a aujourd'hui, c'est le perdant, le tricheur qui fait espionner les journaux, quelle horreur, les grands médias qui sont espionnés par des hommes politiques, ça n'arriverait pas chez nous en France, dans la belle démocratie qui est la nôtre. Et on oublie évidemment tout le reste. Et le reste, c'est cet homme qui met fin à la guerre du Vietnam, entamée par nos amis démocrates, par Kennedy. On oublie toujours, Kennedy, c'est lui qui fait accélérer la guerre au Vietnam. Il met fin à la guerre du Vietnam, il noue des relations avec la Chine communiste. Il est républicain, il noue des relations avec la Chine communiste. Il entame la réflexion avec l'Union soviétique communiste aussi pour dénucléariser un petit peu le monde et signer des accords qui seront les accords SALT qui viendront un petit peu plus tard. En politique intérieure, il réduit le chômage, il fait beaucoup plus pour les Noirs, tout en faisant des blagues hirsutes sur les Noirs, comme un Trump aujourd'hui, mais il fait beaucoup de choses pour les Noirs, beaucoup plus que pour les démocrates, et les Noirs lui sont redevables que le chômage au sein de la population, et la séparation qui est entre les Noirs et les Blancs, on est à cette époque-là, même si les lois sur la ségrégation, contre la ségrégation ont été votées, mais c'est lui qui vraiment met en place tout ça. Et c'est un républicain. C'est intéressant de ce personnage qui n'a pas compris qu'on est passé une époque de communication et qu'il faut communiquer sur son bilan. Et que lui, son bilan plaide pour lui, donc il ne se sent pas le besoin de tous les jours faire une conférence de presse pour dire « Regardez, le chômage baisse, regardez ». Les Noirs sont moins mis dans des ghettos. Regardez, on fait la paix avec les pays communistes. Ils ne pensent pas à le faire. Ses adversaires, eux, le pensent. Et que ce soit Kennedy il y a 50 ans ou Obama il y a quelques années, eux pensent à la communication, pensent à mettre en scène, à faire leur storytelling. Des gens comme lui, comme Nixon, il n'y pense pas une seconde. Et quand cette affaire lui tombe dessus, il est orgueilleux, il s'empêtre dans sa certitude que de toute façon son bilan plaide pour lui, donc il ne va pas s'abaisser à répondre à ça. Et il tombe. Il tombe sur cette histoire de rocambolesque, effectivement de pieds nickelés, et que ça va lui coller à la peau pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Et à notre époque où un président républicain qui s'appelle Donald Trump, voué aux gémonies par toute la presse mainstream américaine et française, est en train de faire chuter drastiquement le chômage, de restaurer l'économie américaine, de faire la paix avec la Corée du Nord. C'est assez intéressant de mettre je trouve, les deux en parallèle. En tout cas, quand on l'a fait, c'était pas évident, mais je trouve qu'en lisant ce chapitre, d'un seul coup, ça saute aux yeux. C'est-à-dire, à la fin, l'histoire, elle juge aussi ces bilans-là. Et que nous, historiens, on peut juger aujourd'hui Nixon à l'aune des résultats économiques, géopolitiques, en délaissant le côté romanesque du personnage, et peut-être que dans 30 ans, quand on regardera Trump avec tout ce qu'on peut lui reprocher de manière tout à fait légitime, les Américains regarderont le bilan et diront finalement, comme Thatcher. Thatcher est vouée, encore une fois, qu'on en pense de son ultralibéralisme, elle est détestée, les mineurs veulent la pendre, et puis 30 ans après, c'est Tony Blair lui-même qui reconnaît ce qu'on doit à la politique ultra-libérale de Thatcher, qui a permis à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, de reprendre un petit peu. J'ai une question. Tonus. Vous dites Nixon, problème de communication, sa personnalité. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que les vaincus de l'histoire ne sont pas ceux qui sont de droite républicain? Par exemple, aux États-Unis, Reagan, c'est un crétin cow-boy. Bush sera un milliardaire crétin. Le fils Bush sera un crétin. Trump est un crétin, si vous voulez. Alors que Kennedy est un saint, ce qu'il n'est pas, et un homme remarquable et d'un romantisme fou. Ça sera la même chose pour Obama, dans les mêmes termes quasiment. Et je me dis pas, est-ce que dès le départ, il n'y a pas un boulet au pied de ceux qui ont choisi le camp du mal? C'est évident, il y a une vision idéologique.
si on était un petit peu facétieux, on dirait mais Lincoln aussi était républicain et pourtant il est dans le camp du bien, puisque à l'époque évidemment les démocrates sont les esclavagistes et les républicains les gentils qui veulent cesser avec tout ça, mais c'est pas, le parti républicain est évidemment pas le même à l'époque. Mais évidemment vous avez raison, il y a une réécriture de l'histoire idéologique qui fait que on va toujours mettre un petit peu de côté les avanies ou les turpitudes des démocrates qui sont évidemment plutôt de gauche dans l'acception, dans la terminologie politique européenne qui n'est pas exactement celle des États-Unis bien entendu. Et puis effectivement les républicains, c'est malgré leur bilan, malgré leurs exploits, malgré leur courage, parfois, y compris physique, on retiendra toujours d'eux, évidemment, les défauts. Vous avez entièrement raison. Il y a vraiment je retiens deux mots, parce que j'ai retenu le mot d'imposture, le mot de romantisme. Et je trouvais que dans un des 13 qui est décrit par Emmanuel Hecht et vous, il y en a un qui répond à cela, de mon point de vue, vous allez peut-être me dire le contraire, c'est Che Guevara. Romantisme, imposture. Imposture, mais l'imposture n'est pas de son fait. L'imposture, elle est de ceux qui, après, prennent cet homme, cet individu qui a fait quand même exécuter de manière sommaire des dizaines de prisonniers lorsqu'il a pris le pouvoir avec Fidel Castro en 1959-60 à Cuba, qui en Angola, quand vous lisez son journal de guerre en Angola, les massacres qu'il ordonne, enfin, et puis évidemment après lorsqu'il lance ses focus révolutionnaires dans toute l'Amérique du Sud, lui il est très individualiste, il ne pense qu'à lui-même et à son aura. C'est une forme d'ailleurs, c'est Emmanuel Hecht qui a écrit le chapitre sur lui dans le livre. Il y a un côté suicidaire dans la démarche de Che Guevara, sauf qu'il entraîne des espoirs derrière lui, et il a le bon goût de mourir en 1967 et de mourir tué par les méchants fascistes boliviens qui en plus font une photo de lui où il ressemble à une sorte de Christ laïque, de Christ d'extrême. Donc tout est en place pour la communication. On a l'image, on a le destin, on a l'écriture de l'histoire qui se fait. À l'époque, on croit sincèrement que l'Amérique du Sud va basculer intégralement dans le camp communiste. Fidel Castro, Cuba, on ne connaît pas bien encore toutes les exactions qu'il peuvent y avoir. C'est l'époque où les mouvements révolutionnaires tentent d'abattre les colonies portugaises qui restent en Afrique. Donc, il est auréolé de tout ça et il va devenir donc ce symbole du combat, du romantisme, parce qu'il est parti mourir, et puis c'est comme les oiseaux qui vont mourir au Pérou, c'est effectivement très romantique, et l'imposture, on ne la découvre qu'après, en disant, mais tout ça cachait, comme Trotsky, des exactions, des sommaires, des massacres, une idéologie folle. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre aussi dans ce schéma-là. C'est-à-dire, c'est des grands vaincus qui, parfois, recèlent des monstres d'individualisme et puis idéologique. Vous comprenez que vos enfants puissent porter un t-shirt avec Che Guevara, ça se porte encore? C'est encore un peu à la mode. Oui, ça se était plus mais il y a même, maintenant, on a même des t-shirts CCCP, SSSR, Union République Soviétique, parce que ça devient vintage, comme on dit, donc dans le vintage. Mais là où je l'accorde, personne ne portera jamais, pour cause il y a des lois qui l'empêchent, ne trouvons que la croix de fer ou la croix gammée, c'est quelque chose qui peut se porter, Dieu soit loué. Et bizarrement, le marteau et la faucille, ou l'étoile rouge, qui symbolise des dizaines de millions de morts, c'est quelque chose qui peut se porter. Donc on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a quand même une espèce de tolérance pour certaines idéologies mortifères qui sont tout à fait discutables et qui, à mon sens, devraient être parfois mises au même plan que l'intolérance légitime que nous avons pour celle d'en face. Éric Zemmour, dans Un destin français, c'est un livre qui paraît en même temps que le vôtre, fait la liste, lui, des héros connus ou inconnus, des personnalités aimées ou décriées qui ont écrit ce qu'il appelle le roman national. Et alors, j'ai vu qu'il y avait des personnalités qui figuraient dans son ouvrage et qui figurent dans le vôtre. Je pense à Jeanne d'Arc, je pense à Charette, mais pas Vercingétorix. Lui, il a choisi Clovis, vous, Vercingétorix. Vous auriez peut-être pu vous concerter, non? Oui, surtout qu'on a de l'autre, physiquement. On partage des bureaux au sein du Figaro. Est-ce que Clovis est un vaincu? Je crois pas. Vercingétorix c'est un vrai vaincu et un doublement vaincu parce que il a eu 19 siècles d'historiographie, continuant à le présenter, comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de tradition orale chez les Gaulois, comme l'a très bien expliqué Jean-Louis Bruno, notamment dans sa biographie chez Gallimard, de très très bonne biographie évidemment de Vercingétorix. C'est évidemment les Romains, et en particulier Jules César, qui ont écrit
qui ont écrit l'histoire de cette guerre des Gaules et qui ont dépeint Vercingétorix comme il a été dépeint, comme on l'a longtemps dépeint, jusqu'à quand? Jusqu'au Second Empire et la Troisième République, qui d'un seul coup réhabilite Vercingétorix avec une partie d'exagération et une partie de vérité. Pourquoi il le réhabilite? C'est pour dire, bon, la monarchie, c'est quelque chose de pas bien, mais jusqu'à maintenant, elle se targuait d'avoir fait la France. Eh ben non, on va vous expliquer, elle n'a même pas fait la France, la monarchie. Parce qu'il y a une France qui existe avant, et c'est notamment Vercingétorix, le Gaulois réfractaire, à cet empire, de Jules César. Et donc on va réhabiliter, on va faire des recherches, on va essayer de mieux connaître ce personnage pour en faire un héros du roman national, effectivement. Et donc dans cette exagération et cette réécriture presque idéologique, il y a une part de vérité, parce que les autres avaient menti, parce que les Romains avaient menti, donc on découvre qu'évidemment ils avaient exagéré dans le sens, et puis il y a une part évidemment d'exagération et d'idéologie qui est sous-tendue par ce que je venais de dire, c'est-à-dire noircir la monarchie, avant la monarchie. Et d'ailleurs, chez les Gaulois, c'est pas la monarchie, c'est des magistrats qui dirigent, c'est la démocratie directe, donc c'est encore plus formidable. On va pouvoir réhabiliter ça avec Vercingétorix. Donc c'est pour ça que je comprends que Zemmour l'ait pas mis, s'il pense ça aussi à juste titre. Mais factuellement, Vercingétorix est un vainqueur, et je trouve un vainqueur magnifique. On sait très peu que il n'a pas rendu les armes comme c'est décrit dans la plupart des tableaux et des textes de Jules César, encore une fois. Jules César l'a traîné pendant des années avec lui avant de le mettre dans un cachot et de le faire exécuter, de le faire étrangler, de le jeter dans le Tibre. Donc souvent l'histoire s'arrête lorsqu'il rend les armes et que César le salue. Son histoire est absolument terrible dans les années suivantes. Donc c'est pas forcément une réhabilitation, mais c'est une remise effectivement en perspective historique de ce personnage qui est un beau perdant. Mais peut-être que Zemmour n'aime que les perdants lorsqu'ils sont vraiment perdants. On lui demandera. C'est un décliniste. Je vous connais 3 passions, Belgrade, elle a servi. Je vous connais la passion du cinéma, bien évidemment. Et on vous retrouve chaque semaine dans le Figaro Magazine avec plaisir. Et à la 3e passion, c'est celle-là, c'est l'histoire. Vous faites votre rentrée sur la chaîne Histoire bientôt? C'est quand même l'heure de la rentrée, là. Oui, c'est l'heure de la rentrée, même si la direction de la chaîne Histoire change. Mais l'émission Historiquement Chaud reprend effectivement le vendredi 5 octobre, tous les vendredis. Avec Charles-Éloi Vial qui fait un très bon livre sur la famille royale au Temple, et Camille Pascal qui fait un récit romanesque des Trois Glorieuses de la Révolution de 1830, également remarquable, et Eugénie Bastier comme chroniqueuse, entre autres. Voilà, du Figaro. Voilà, et bien écoutez, parfait. Merci beaucoup. On vous regardera sur la chaîne Histoire. Et on vous retrouve sur TV Liberté prochainement. Des prochains ouvrages. Celui-ci, il est intéressant, il est passionnant, même Les Grands Vaincus de l'Histoire aux éditions Perrin. Merci à vous. Merci.